The new Boost Mobile network is offering unlimited talk, text, and data for just $25 a month for life. That sounds like a threat. Then how do you think we should say it? Unlimited talk, text, and data for just $25 a month for the rest of your life? I don't know. Until your ultimate demise. What if we just say forever? Okay. $25 a month, forever. Get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile forever. After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST. Got gun, Hulk left slot. Dixie left, T left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick going. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Go ahead, goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 856 du podcast Touchdown Actu. On a maté, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission qui nous emmène vers le 59e Super Bowl. À mes côtés, Raoul Villeroy est là. Bonjour Raoul. Salut, bonjour, enchanté, Raoul Villeroy. Mais oui, j'ai l'impression que c'est la première fois de l'année quasiment qu'on fait. C'est même certain. Ouais. Ouais, voilà. C'est sûr. Ça fait longtemps. Ça va bien depuis tout ce temps. Il s'est passé des trucs dans ta vie. Bon, ça va, pour rassurer les auditeurs, on se parle quand même de temps en temps. Et puis bon, on vient de faire une conférence de rédaction d'avant podcast assez longue aussi, donc tout va bien. Oui, tout va bien, merci. Je suis très heureux de faire ce podcast. C'est vrai que non, les gens croient peut-être qu'en fait moi je fais juste des plannings et je donne des ordres, tu vois, et on se parle pas en dehors. Oui. Non, c'est faux. Victor Roulier est aussi là. Bonjour Victor. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Alain, bonjour Raoul. Comment ça va Mais ça va très bien. Ça va très bien avec ce petit jingle. Ah oui, donc tu veux vraiment pas que je parle en fait. Non, mais ça c'est suffit, parce Victor. que, alors, les gens ne l'entendront pas au montage. C'est que, il y a un jingle qui est parti et vous l'avez eu dans votre casque, mais les gens ne l'auront pas. Et deux, en voulant couper le jingle, j'ai coupé mon enregistrement et je l'ai relancé juste derrière. Donc il faudra que je réajuste ma piste et ça va être un cauchemar. Donc voilà, ça arrive, mais malheureusement, il va falloir en passer par là. Donc ça va bien, Victor ? Ça va très bien, écoute, si ce n'est que j'ai rêvé du Super Bowl cette nuit encore, donc ça m'était arrivé déjà il y a 2 ans, donc on va dire que psychologiquement je suis fragile cette semaine. Ah, du coup les stats sont à 0/1 quand tu rêves du Super Bowl avant. Exactement. Aïe, ça commence mal pour les Eagles. Bon, on va pas parler trop de l'actualité de ce match dans cette émission, on a décidé de faire une émission un peu... je vais pas dire nostalgie, mais en tout cas, voilà, un peu plus détente, un peu plus old school. On avait envie de se plonger un peu dans nos souvenirs et de se demander quel est le meilleur Super Bowl. Alors, du 21e siècle, on l'a joué honnête, on n'est pas parti en 1933, à l'époque où un tel machin avait son casque en cuir et qu'on a tous vu les replays. On est resté sur ceux qu'on a à peu près vus. On va aussi parler de nos premiers Super Bowl, de nos souvenirs aussi sur place, parce qu'on a tous les trois eu la chance d'y aller. Donc on va se plonger un petit peu là-dessus. On va commencer avec un premier jingle. Comme on est dans la nostalgie, je viens de retrouver mon jingle Kurt Warner, ça me paraît très Oh, oui. Allez, c'est parti. Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast. On enchaîne donc, messieurs, avec une question simple et compliquée à la fois. Quel est le meilleur Super Bowl de l'histoire récente ? On en est au 59e quand même. Je prends un énorme coup de vieux quand je vais vous dire combien j'en ai vu maintenant. Je ne réalisais pas que c'était autant. On va commencer par une question simple pour situer le débat. C'est quoi un bon Super Bowl, Victor ? Un bon Super Bowl, déjà, c'est qu'il est serré.
Déjà, la base du truc, c'est qu'on va pas prendre un Seahawks Broncos ou ce genre de match. L'autre base, quand même, pour moi, et alors là, c'est que mon avis, il faut qu'il y ait de l'attaque et de la défense. Par exemple, le Eagles-Patriots qui fait milliards en attaque. C'était exactement celui auquel je pensais quand tu parlais de ça. Forcément, moi j'étais content, puisque les Eagles ont gagné, mais en attendant, je qualifierais pas ça comme étant le meilleur Super Bowl. Et il faut un peu de drama quand même. Il faut une action clé, un truc dont les gens vont se souvenir pour toujours. Raoul, c'est quoi un bon Super Bowl pour toi ? Ouais, je rejoins Victor sur le côté, il faut qu'il y ait un moment, un highlight dont tout le monde se souvient. Limite, tu sais, les Américains aiment bien donner un nom à une action particulière. Ça, forcément, quand ça arrive au Super Bowl, c'est d'autant plus marquant. Moi, s'il n'y a pas de défense, c'est pas grave. Tant que c'est serré, je t'avoue, moi, milliards, j'aime bien. Ça me dérange pas. Très bien. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que quand on a préparé cette émission, Victor a dit il n'y a pas de débat. Donc, est-ce qu'on fait un débat là où il n'y a pas de débat, Victor ? Oh, mais vous me connaissez, moi je suis tout dans la nuance. Non, mais c'est pour ça qu'on s'entend bien avec Grégory, tu vois. Lui, il aime bien la nuance, moi pas du tout. Non, je dis qu'il aime bien la nuance, c'est rien, un compliment. Pour moi, ouais, c'est vrai que j'arrive pas à voir d'autres Super Bowl que Patriots Seahawks. Pour moi, le Patriots Seahawks, il y a tout. Il y a vraiment du haut niveau, des grandes actions, de l'attaque, de la défense. Deux équipes qui sont très proches l'une de l'autre, même si à un moment, les Seahawks prennent 10 points d'avance. Mais j'ai l'impression que ces 10 dernières années, prendre 10 points d'avance, c'est signer son arrêt de mort au Super Bowl. Bon, enfin bon. Et puis, il y a forcément ce what if. Et si on avait donné la balle à Marshawn Lynch ? C'est vrai qu'en termes de drama, ça avait tellement parlé de ça dans les jours qu'on suivit, de Pete Carroll et de Marshawn Lynch. L'interception de Butter, du coup, victoire des Patriots, puisqu'il intercepte dans la end zone. Et ce fameux débat, est-ce qu'il aurait fallu donner le ballon à Marshawn Lynch ? On était à 2 yards, je crois, du touchdown. Enfin, et ça a créé vraiment tout un débat pendant des semaines et des semaines. Et vraiment, je pense que même aujourd'hui, il y a toujours chez les fans des Seahawks ce what if de « et si on avait donné la balle à Marshawn Lynch ?» quoi. Et vraiment, pour moi, c'est le fait marquant dont je me rappelle. Alors, je situe un petit peu aussi parce qu'il s'agit de faire découvrir aussi des archives à nos auditeurs qui ne suivent pas forcément depuis longtemps. On est le 1er février 2005. Les Patriots 2015, j'ai dit 2005. Bon. 2015, il y a 10 ans, les Patriots jouent les Seahawks. Les deux équipes ont 12 victoires, 4 défaites en saison régulière. À ce moment-là, Tom Brady, pour donner le contexte, Tom Brady n'a que 3 bagues. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas gagné de titre. Donc, il y a de l'enjeu. Pour Brady, il s'agit quand même de gagner un Super Bowl après en avoir perdu 2 contre les Giants. Oui. Les Seahawks sont en piste pour un doublé parce qu'ils ont gagné l'année précédente en massacrant les Denver Broncos. Et à l'époque, il n'y a pas eu de doublé depuis les Patriots de Brady en 2005. Donc, il n'y a pas eu de doublé depuis 10 ans non plus. Il y a de l'enjeu là-dessus. Le match, tu l'as dit, est serré et intense. Il y a 10 points d'avance pour les Seahawks au début du dernier quart-temps. Les Patriots repassent devant en marquant 2 touchdowns et il y a un dernier drive des Seahawks. Ils ont le ballon à 2 minutes 02 de la fin. D'abord, il y a quand même une réception, moi je m'en rappelle, qui est irréelle de Jermaine Kearse pour 33 yards avec le ballon qui lui rebondit sur la jambe et qui lui retombe dans les mains alors qu'il est sur le dos. Et donc à ce moment-là, tu te dis les Patriots revivent le helmet catch, donc une réception décisive qui leur avait fait beaucoup de mal en 2008. Et donc après cette réception de Jermaine Kearse, ils sont en première et goal sur les 5 yards adverses. Marshawn Lynch court 4 yards. Il est stoppé. Donc là, c'est même une deuxième et un seul yard. Victor, tu disais 2, mais il n'y en avait même qu'un, tu vois. Et là, donc on est 2e et 1 à 1 yard de la end zone. Et 26 secondes à jouer et donc Russell Wilson tente une passe qui est interceptée par Malcolm Butler qui en plus est un no-name complet à l'époque, rookie quasiment inconnu de cette équipe, donc qui devient le héros du soir. Tom Brady saute dans tous les sens alors qu'il était, il avait la tête dans le sac 3 secondes avant, et en effet il y a un drama pas possible. Je rejoins Victor, pour moi ça me paraît quand même être le prétendant numéro 1 parce que tu disais qu'il y a une qualité de fou. On rappelle qu'à l'époque cette défense de Seahawks, des Seahawks, c'est quand même la référence de la NFL, et les Patriots leur mettent quand même 377 yards. Seattle a quasiment 400 yards, donc il y a de l'attaque mais il y a aussi de la qualité de défense. 28-24, c'est pas non plus un match de dingue,
Donc sur tout ça, je t'avoue que je ne peux que te rejoindre. Raoul. Eh ben moi je vais m'inscrire en faux, messieurs. Moi ce n'est pas le Super Bowl que je retiendrai comme étant le plus impressionnant, enfin le meilleur des 25 dernières années. Moi je vais être obligé d'aller sur la remontada, sur le 28-3. En fait, tu vois, je te disais tout à l'heure, pour moi, il faut qu'il y ait des actions marquantes, et évidemment que cette interception de Butler, je me souviendrai toute ma vie de où j'étais, qu'est-ce qui s'est passé, j'oublierai pas, mais la capacité des Patriots à remonter de 25 points, c'est même pas en un quart temps, c'est en moins que ça, pour aller gagner en prolongation derrière. Je trouve que ce Super Bowl-là, qui était le Super Bowl 51, pour moi, mérite plus le titre de meilleur Super Bowl du 21e siècle, parce que on reverra jamais ça. Alors qu'une interception à la dernière seconde, on en reverra peut-être une autre, tu vois. Alors, pour situer celui-là, on est en 2017, ça se joue à Houston, et New England, en effet, avec Tom Brady, donc à 4 titres désormais. Ils sont menés 28-3, alors qu'il reste, je suis en train de regarder le play-by-play, mais il est un peu désordonné. Il reste 8 minutes 31 dans le troisième quart-temps. Voilà, pour ce match. Et c'est ça, et ça fait 28. Bon. Et donc New England marque son touchdown pour revenir à 28-9 à 2 minutes de la fin du troisième quart. Donc il y a encore beaucoup de chemin. Et tu le disais, derrière, donc ça fait touchdown New England, punt, field goal New England, fumble des Falcons, touchdown New England, punt des Falcons, touchdown New England, punt des Falcons, fin du match, et touchdown New England pour commencer la prolongation, victoire. C'est vrai que sur le scénario, Victor, Raoul marque un point, c'est dur de faire plus dingue que ça. Oui, totalement. Je suis désolé, je fais une aparté, mais parce que c'est un podcast un peu à part, on raconte nos vies, mais il faut savoir que je n'ai pas vu en live, c'est le seul des 25 derniers Super Bowl où je n'ai pas vu en live la remontada parce que j'avais 40 de fièvre et je me suis couché à 28-3. Ah, et heureusement, je me suis pas spoil. Et le lendemain, j'ai vu la fin dans, entre guillemets, des conditions du direct. Mais pour le coup, c'est vrai que en vrai, le 28-24 est certainement le meilleur en termes de qualité de jeu. Mais par contre, tu demandes à quelqu'un qui regarde que quelques matchs dans l'année duquel il se souvient, je pense que le 28-3 reste celui dont les gens se souviennent. Et puis, je te parlais d'actions marquantes. On a parlé de la réception de Jermaine Kearse. Il y a la réception de Julian Edelman, où la balle est en lévitation. Et cette action est exceptionnelle, elle va être dure à décrire, donc allez la voir sur YouTube, vous verrez tous les résumés que vous voulez. Mais la réception de Julian Edelman, où il attrape la balle, la relâche, et la balle flotte en l'air et il remet la main juste en dessous avant qu'elle touche le sol. Pour moi, cette action-là, elle m'a rendu fou. Et le replay, je me souviens très bien, tu sais, après la NFL met toujours des vidéos où tu as les joueurs avec le micro, tu entends leur réaction et tu vois la réaction de Julian Edelman et du défenseur qui est sur lui. Ils regardent tous les deux le grand écran et le défenseur dit mais non, mais tu l'as pas eu. Et Julian Edelman qui pointe, il dit si regarde, elle touche pas le sol. Et là l'autre fait des gros yeux comme oh la vache, elle touche pas le sol. Donc c'est vraiment, moi, cette action aussi, elle me marque et pour ça aussi le match est fou, quoi. C'est vrai que sur la dramaturgie, c'est difficile de faire plus fou que ça. En plus, on est vraiment dans le pic Tom Brady Super Bowl. C'est-à-dire que pour moi, on va reparler aussi de celui contre les Eagles, mais c'est un match où Tom Brady a lancé 62 passes. Il en complète 43 pour 466 yards, 2 touchdowns, une interception. On est sur du pic Brady, quoi. Il y a 25 courses pour 62 passes. C'est pas tout à fait. Contre les Eagles, il fait 505 yards. Hein. Ouais, non, mais c'est ça. Et c'est les 2 années de suite. Ouais. Il est complètement en feu, quoi, à cette époque-là sur les. Et puis il y a un héros un peu quand même improbable parce que James White, il en prend 14 sur ces passes-là pour 110 yards et le touchdown de la victoire. Ouais. Donc c'est quand même et 2 touchdowns au sol en plus. Hein. Il y a 3 touchdowns pour James White dans ce match. Donc ça c'est la tradition Patriots de sortir un mec de nulle part au Super Bowl de temps en temps. Mais c'est vraiment, oui, je suis assez d'accord avec toi. Après, moi, mon problème avec ce match, c'est que c'est vraiment un non-match pendant 2 quarts-temps et demi, quoi. C'est très très. Tu vois, ça me fait penser, toute proportion gardée, à la finale de la Coupe du Monde France-Argentine.
Ok, ouais, je vois. Tu vois, ce le que truc tu qui veux devient dire. complètement fou à la fin, donc on s'en rappelle pour ça, et c'est une dinguerie. Et pas en bien pour nous en l'occurrence. Mais tu vois ce que je veux dire, ça me fait penser à ce match-là où pendant 70 minutes, t'es là, ah ouais, mais. Hein, parce que, alors, bon, tu parlais, Grégory, de la fièvre. Moi, pour le coup, je me rappelle aussi exactement comment je le regarde. On est dans mon appart de l'époque avec Raphaël Masmejean et Grégory Richard. Grégory qui supporte les Falcons. Moi, je me rappelle de 2 quarts-temps et demi où il y a une sorte de sourire un peu prudent. Tu vois, tu connais Greg, il Je s'emballe vois pas. très bien le sourire de Greg. Et par contre, je me rappelle des 2 quarts-temps et demi où il se décompose derrière, quoi, tu vois. Et je me rappelle, honnêtement, le ramener à la porte, et on n'habitait pas très loin l'un de l'autre à l'époque, il pouvait rentrer à pied, mais il avait l'air tellement triste, tu vois, je me disais, j'espère qu'il va bien rentrer, et je sais pas si je dois pas le raccompagner, tu vois. Il avait l'air, alors il était tard, tu vois, il était 5-6 heures du mat, voilà, mais il avait l'air d'avoir pris un sacré coup sur la tête quand même. Donc Normal. je me rappellerai toute ma vie de celui-là. Ceci étant dit, dans le même genre, j'ai aussi vu le Super Bowl perdu par les Eagles avec Victor sur mon canapé. Alors attention, il ne faut pas regarder les Super Bowls avec Alain Ouais, mais Mattei. on avait que Mon 10 canapé points. est invaincu. On avait que 10 points d'avance, voilà, c'était pas la même chose, mais je suis très heureux de pas le voir avec toi cette année, du coup. Surtout, profites-en bien. Mon canapé est invaincu, et sachez que c'était le même canapé depuis toutes ces années. Et c'était toujours la télé bleue ou pas? Non, j'ai dû changer, ouais, depuis. Ah, d'accord. Pour l'anecdote, il faut dire aux auditeurs, ils sont venus chez moi regarder le Super Bowl, ils m'ont dit mais ta télé elle est vachement bleue, et moi je la trouvais normale puisque personne me l'avait jamais dit, et du coup depuis j'ai été obligé de changer de télé parce que maintenant qu'ils me l'ont dit, je voyais que tout était bleu. Eh oui. Voilà, vous m'avez forcé à racheter une télé. Bon, en tout cas, c'est vrai que ça fait partie des gros prétendants. 34-28 au final pour les Patriots, ce Super Bowl de 2017. Petit prétendant, je vais vous en balancer quelques-uns aussi quand même. Est-ce que, alors ça remonte un peu plus. Moi, j'ai un petit faible pour celui de 2009. Entre les Steelers et les Cardinals, 27-23 pour Pittsburgh. On avait, alors en plus au niveau du scénario, moi j'aimais bien qu'on ait une équipe surprise, ce qui est pas toujours le cas quand même au Super Bowl. Là, les Cardinals, ça venait de loin. Avec Kurt Warner qui était sur la fin, j'ai mis dans le jingle d'ailleurs exprès, mais qui était sur la fin, c'était un peu improbable. Il y a une action défensive folle quand même dans ce Super Bowl, qui est l'interception de James Harrison avant la mi-temps, qui était dingo. Le touchdown de Larry Fitzgerald qui traverse le terrain, plein champ, incroyable. Et puis le drive de la victoire complètement fou des Steelers à la fin. La réception de Santonio Holmes sur le bout des orteils, sur le bout de la end zone, sur la passe de Ben Roethlisberger. Pour le coup, celui-là, pour moi, il est un vrai prétendant. Raoul, je te vois opiner, il a l'air de te plaire. Je l'avais pas vu en direct, mais contrairement à beaucoup de choses dans ma vie, j'ai quand même regardé les highlights et le résumé de ce match-là après coup. Oui, parce que je vous vois venir. J'ai toujours dit que je regardais pas les trucs qui avaient eu lieu avant que je commence à m'y mettre. C'est vrai que je préfère le live, le direct, les émotions que le ralenti et le replay. Mais bon, celui-ci, en l'occurrence, je l'avais vu. Et oui, je te rejoins sur les actions marquantes, l'interception, la réception. Moi, je vois surtout la réception de Larry Fitzgerald, qui est impressionnante aussi. Et alors, moi, je me rends moins compte de la surprise des Cardinals parce que j'avais pas suivi la saison à cette époque-là, donc je me rends moins compte du fait que c'est un prétendant un peu surprise à ce moment-là, mais oui, tout recoupe en tout cas pour arriver dans un joli rôle de prétendant à un podium, quoi. Voilà, on peut dire ça. Les Cardinals, qui étaient un bilan positif, j'étais en train de vérifier, ils étaient à 9-7 cette année-là, mais je me rappelle même de polémiques de est-ce qu'ils valent vraiment d'être au Super Bowl, non, Victor? Oui, bah, même écoute, en playoff, je veux dire, ils étaient pas... Je me rappelle très bien, parce que ça fait partie des 4 finales de conférence perdues par Andy Reid. Mais oui, c'est vrai qu'ils avaient battu les Eagles assez facilement même. Larry Fitzgerald nous explose littéralement en finale de conférence avec 3 touchdowns, si je m'en rappelle bien. Et on est un peu en connexion mentale, parce que sache que c'était mon numéro 2. Oh. Ouais. C'était mon numéro 2, parce que j'ai cherché justement attaque, défense, jeu marquant, etc. Et du coup, je l'avais aussi mis, mais je dois avouer que j'ai rétrogradé parce que vraiment, enfin, je veux dire, les Eagles de l'époque Andy Reid jouent 5 finales de conférence, ils en perdent 4, donc autant dire qu'on a été habitués. Mais celle-là, elle a fait vraiment mal parce que c'était le début de la fin et d'un long chemin de croix. Donc ouais, mais je suis d'accord avec toi, ça fait partie des marquants. Et moi, j'avais un podium. J'en avais 3. Vas-y. Le 3e,
parce que c'est pas un beau match. Mais c'est les Giants qui battent les invincibles Patriots. Ouais, j'allais vous le proposer aussi. Parce que quand même, on a une équipe. Parce qu'on dit souvent les Dolphins, ils sont la seule équipe invaincue de l'histoire. C'est vrai, mais bon, il y avait moins de matchs aussi. Les Patriots arrivent, ils sont invaincus, ils sont invincibles. Et en plus, les Giants, c'est aussi un invité surprise. Parce qu'honnêtement, c'était pas particulièrement un char de guerre pendant la saison, quoi. Ils sortent Brett Favre et les Packers en prolongation en finale de conférence. Et vraiment, ce match, je me rappelle que tout le match, je me suis dit, non, mais les Patriots vont se mettre en route. Non, mais ils peuvent pas perdre. Jusqu'au moment où je dis, pardon, j'allais dire un gros mot, mais purée, ils ont perdu, quoi. Et c'était irréel. C'est marrant parce que ça me rappelle un autre match dont je parlerai dans mes souvenirs, qui avait un peu le même scénario. Mais je suis assez d'accord avec toi. J'ai du mal à définir pile poil un top 3 parce que j'en ai vraiment 4 qui seront dans le top 3. Pour moi, le Patriots Seahawks en termes de densité, de qualité de jeu, etc., tu vois, on l'a dit tout à l'heure, et en 1. Après, il y a le fait que j'étais sur place, donc je vais pas vous mentir que voilà, il était. La tribune de presse était en face de la end zone où il y a l'interception décisive, quoi. Donc en plus, ça te fait un petit souvenir, quoi. C'est un peu la folie. Moi, je vois le dos, tu sais, de Malcolm Butler qui cogne Ricardo Lockett, et je me dis, mais il est retombé avec le ballon, tu sais, il y a une sorte de flottement, quoi, et tout est dingue. Donc il y a celui-là, il y a le Steelers Cardinals, et en effet, le Giants Patriots, il est aussi pour moi, il est à la bataille avec le Patriots Falcons, quoi. Ces deux-là qui sont un peu fous pour la troisième place. Mais je pense que le Giants Patriots et le Patriots Falcons sont les deux plus fous en termes de dramaturgie, parce que, comme tu dis, les Patriots sont invaincus, Randy Moss et Brady marchent sur l'eau pendant un an. 50 touchdowns de Brady, 23 de Moss en saison régulière. Je crois que c'est toujours un record d'ailleurs, Moss en saison régulière, les 23. Oui, je pense. Et donc, ils sont complètement chaud bouillants. Et en effet, alors c'est un peu plus poussif en playoff de mémoire. Et par contre, ils arrivent face à ces Giants. Tu dis, ouais, Eli Manning, ils sont passés un peu comme ça contre les Packers. Ils étaient passés, je me rappelle, parce que c'était en prolongation à Lambeau Field, dans un froid de canard, enfin une dinguerie. Favre qui lance une interception, je crois, pour tuer le match. Mais en effet, le match est pas dingue. Il y a cette gestion, je me rappelle, de l'horloge au début. Les Giants marquent leur premier touchdown en bouffant le chrono. Tu te dis, bon, ok, ils essayent de priver Brady de ballon, ça fait sens, etc. Et comme toi, tu te dis, bon, bah, attends, ça va bien venir, quoi, parce que les autres, ils mettent pas non plus 30 points, donc voilà. Et il y a ce touchdown, je sais plus qui marque le touchdown pour les Patriots, qui les fait repasser devant, puisqu'ils mènent 14-10 en fin de match à un moment. Et après, bah, il y a ce truc de dingue, et là, moi, je rejoins ce que disait Raoul tout à l'heure, bah, tu peux pas faire plus emblématique que le helmet catch, quoi. Oui. Parce que cette action, elle est complètement barjo, quoi. C'est-à-dire que, pareil, pour le coup, j'ai le souvenir, j'étais à l'époque, RTL et l'équipe avaient une web radio, on avait fait le match là-bas. Le mec s'échappe 10 fois sur l'action, tout le monde pense qu'il est KO 3 fois, Eli Manning, et en fait, il y a cette réception dingue avec le ballon sur le casque, sur le truc. Derrière, il trouve Plaxico Burress, qui est quand même un des héros les plus improbables de l'histoire du Super Bowl. Et donc, ouais, c'est... Je pense que, ouais, ce serait en vrai, ce serait en 3. Je pense que je le mets même devant le 28-3, tu vois. Ouais, moi aussi. Ok. Ouais, alors, pour le coup, celui-là, je l'ai pas vu. Je vais pas mentir. Parce que oui, d'accord, la finalité de la saison est sympa, mais le match en lui, il a pas l'air. À part cette réception que j'ai vu 1000 fois. Mais... Le match est pas dingo. C'est Randy Moss qui met le touchdown des Patriots dans le 4e quart-temps. Mais tu vois, il passe devant à 2,45 de la fin, quoi. Donc tu te dis, ok, Eli Manning allait marquer un touchdown. Alors, il pouvait égaliser, hein, mais ouais, je pense que ce serait ça. On va finir là-dessus d'ailleurs. Top 3, s'il faut en garder 3. Donc Victor, t'as dit Seahawks Pats de 2015. Derrière, t'aurais quoi? J'ai les Steelers contre les Cardinals. Ok. Et j'ai Giants Patriots. Je pense qu'on a le même top 3, honnêtement. Et j'avais une petite mention, pardon. Vas-y. Dans les jeux marquants, il fallait que je fasse un peu le homer. Le Philly Special, même si on n'a pas mis les Eagles Patriots, je pense que Philly Special reste quand même parmi les actions dont les gens se souviennent même 10 ans après. En vrai, on l'a un peu éliminé ce match parce que tu disais qu'il fallait un peu de défense, etc. Moi, je l'avais dans les propositions que je comptais vous faire. C'est vrai qu'après, c'est un match ultra offensif. Il y a 41-33, il y a milliards, ça part dans tous les sens. Mais il y a le Philly Special, et puis il y a une équipe surprise qui gagne. Il y a quand même aussi des trucs qui se passent, quoi, dans ce match. Donc, il a une place, pour le coup, moi, dans
si j'élargis à top, peut-être même top 5, hein, on va dire top 8, allez, si on voit large, j'ai pas tout fait. Mais Raoul, ce serait quoi ton top 3? Bah, moi j'ai dit, hein, je pense que forcément le 28-3 est en premier, donc le Patriots Falcons. En 2, le Patriots Seahawks aussi. En 3, j'hésite un peu, mais je pense que je vais mettre le premier. On en a pas parlé, mais forcément le premier Chiefs Niners de 2020, puisque c'est celui où j'étais. Et puis même pour le scénario aussi, qui est quand même assez dingo avec les Chiefs qui sont menés à la fin. Donc bon, moi je pense que je mettrai celui-là. Il y en a un autre dont je voulais parler, mais ce sera mon premier Super Bowl vu, donc on en parlera tout à l'heure. Très bien. Bon. Question bonus. Le pire Super Bowl que vous avez vu? Ah bah ça je sais. Parce qu'il faut Seahawks faut un- Broncos. Non, Faut un non, peu bitcher aussi. Si. Non, mais pas celui-là. Si, parce que non, mais alors, on est là pour là, c'est un peu le moment ultra personnel. Vas-y. Moi, je suis un ultra fan de Peyton Manning, qui a toujours été mon joueur préféré de tous les temps. Plus que Josh Allen. Alors Josh Allen peut-être deviendra, mais pour l'instant c'est Peyton Manning. Et le voir se faire humilier comme ça dans un match qui en plus est fini au bout de un quart-temps et demi. Parce qu'il finit à quoi, 43-7 ou un truc Alors, comme ça. je sais même pas s'il est fini au bout d'un quart-temps et demi, celui-là, pour te dire. Je pense qu'il est fini dès la première action. Oui. Ouais, le snap qui Safety. passe au-dessus de Manning, safety. Ouais. Snap safety. Et je te dis ça pourquoi? Parce que c'est mon premier Super Bowl dans le stade. Et tout le stade est tombé à plat dès cette action-là. Genre, il y avait tu vois, il y a cette sorte de hype, d'engouement du coup d'envoi et tout. Tout le monde est chaud. C'est un affrontement de dingue qu'on nous a annoncé pendant 2 semaines. La meilleure attaque contre la meilleure défense, ça va être fou et tout. Et tout le stade, tu sais, il y a ce snap, le ballon il part, il y a un safety et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tout le monde est calmé. Et à partir de là, il n'y a plus rien. Et il n'y a plus jamais eu. L'ambiance n'est plus jamais remontée. Tout le monde. Ils se sont fait massacrer. Quoi. Mais pour le coup, moi, je pense que je sais duquel vous avez parlé et je vais vous laisser en parler. Mais il y a eu des Super Bowls nuls où il y avait quand même du suspense jusque dans le 3e ou 4e quart-temps. Là, vraiment, au bout d'un quart-temps et demi, c'était fini. Alors, c'est marrant, je pensais que c'était plus large. En fait, il n'y a que 8-0 à la fin du premier quart-temps sur le Broncos Seahawks. Ouais, selon Ok, les ouais. syndicats, selon la Donc police, il y a de 34-0, 2014. mais, Par contre, il y a 22-0 à la pause. Et il y a 28-0 après le kick-off du 3e quart-temps parce que Percy Harvin marque sur le retour de kick-off que je rate parce que je reviens des toilettes. Je me rappelle. Il s'est déjà pas passé grand-chose dans le match et en plus je le rate parce que j'étais allé aux toilettes. Quoi. Tu sais, j'entends, je suis dans la coursive, hein, je suis déjà sorti pour retourner à la tribune de presse et j'entends les gens qui font Wouah, tu vois, je fais oh, putain il se passe quoi? Et je commence à courir pour essayer de choper et je vois juste, tu sais, à travers 2 sièges en regardant Harvin qui arrive dans la end zone. Quoi. Bref, mais je vois ce que tu veux dire, Victor, sur il n'y a pas eu de suspense, parce que c'est un match où il n'y a pas de suspense. Les Broncos ont marqué leur premier point quand ils étaient menés 36-0. Quoi. Donc, j'entends, tu croyais qu'on allait parler du Patriots Rams de 2019, non? Alors moi j'en ai presque même un autre, hein, si vous voulez. Moi j'en ai un autre, ouais. J'en ai un autre. Le Broncos Panthers. C'est celui-là. Ouais. Bah oui, celui-là il est nul. Pour moi, celui-là, c'est un Horrible. enfer. Horrible. Après, moi, je peux pas le mettre parce que, pour le coup, on est là pour parler de No Life. Je l'ai vu au Canada à une heure normale avec plein de copains dans une ambiance géniale. Et donc, j'en garde un super souvenir parce que le contexte est fait que. Là où le Patriots Rams, je l'ai regardé j'avais invité pourtant plein de potes, dont des gens de TDA, et on avait passé, on aurait dû passer une soirée cool, mais en fait, on s'endormait tous devant la télé, c'était horrible. Mais en vrai, le match est pire pour Broncos Panthers. Ouais. Moi, je suis assez d'accord. C'est marrant, c'est un peu comme toi, le contexte pour le Patriots Rams à jouer, parce que j'étais tout seul. Et donc, c'était d'un ennui. J'étais tout seul dans mon bureau. J'ai cru que j'allais crever d'ennui sur le Patriots Rams. Après, Victor a raison. Il y a du suspense en un sens. Oui, c'est vrai. Mais c'est tellement dur à regarder, lent, et il se passe pas grand chose. Alors oui, c'est un masterclass défensif de Bill Belichick, etc. Moi, je vais pas faire semblant d'être. Je te vendrai jamais que je suis le puriste qui a vraiment apprécié les couvertures et les blitz, parce que franchement, en termes de défense, c'était de l'art et tout. Je veux bien un peu de défense. Je peux apprécier quand Tom Brady prend la pression de ouf contre les Giants, qu'il y a des sacs, qu'il se passe des trucs, parce qu'il y a une histoire en plus et tout. Là, franchement, voir Jared Goff galérer, si tu veux, à l'époque, Alors c'est moi, pas non plus. moi, en fait, j'aime bien ce match parce qu'il y a une histoire autour de ce match que j'adore. Il y a une sorte de légende urbaine qui est que les Rams, qui étaient à l'époque la meilleure attaque de la ligue, se font complètement annihiler
en avant-dernière semaine ou l'antépénultième semaine, je sais plus, par les Bears de Vic Fangio. Ah oui. Les Bears qui étaient éliminés et tout, mais qui annihilent totalement la défense. Et la légende urbaine veut que Bill Belichick ait complètement changé son approche défensive avant le Super Bowl pour copier-coller ce qu'avait fait Vic Fangio et que c'est ça qui leur a fait gagner. Et je me dis, si vraiment ils perdent le Super Bowl à cause d'un match contre une équipe déjà éliminée à la fin de la saison, je sais pas, l'histoire autour, je trouve ça assez mystique. C'est certainement très exagéré. Pourquoi pas? Mais je trouve ça assez mystique, en fait. Alors, moi, pour planter mon argument du pire Super Bowl étant le Broncos-Panthers, j'avais fait exprès, je l'avais mis de côté. Donc, on rappelle, on est en 2016. C'est le Super Bowl 50 en plus. En donc plus, ça doit moi, c'est claquer. pour ça. Super Bowl 50, etc. Doré, blabla. À San Francisco. On notera d'ailleurs, j'ai fait 3 Super Bowls dans ma vie. Hein. J'ai eu le droit à probablement un des meilleurs avec le Patriots Seahawks, mais je l'ai vraiment payé cher sur les deux autres parce que c'était quand même les Broncos Seahawks et le Broncos Panthers qui étaient des purgasmes, mais de l'enfer, quoi. Heureusement qu'il se passe des trucs sympas pendant la semaine avant. Donc, je vous donne le play-by-play du Broncos Panthers. Field goal Broncos, punt, fumble retourné pour un touchdown, punt, touchdown, punt, donc touchdown Panthers qui sont à 17, on est à 17 pour les Broncos là. Punt, field goal, fumble, interception, punt, fin de la première mi-temps. Reprise, field goal manqué, field goal réussi par les Broncos, on est à 16-7. Interception, punt, fumble, field goal, punt, fumble, touchdown Broncos qui tue enfin le match à 3 minutes de la fin alors qu'on n'y croyait plus. Mais ce qui est fou, c'est que... Et donc derrière, punt. Ouais. Les 1, 2, 3... les 3 possessions sur 4 de la fin des Broncos sont des 3 and out. Parce que quand je dis des punts, c'est 3 and out à chaque fois. Ah oui, en plus. La possession d'avant, c'est 5 actions. La possession d'avant, c'est 4 actions. Et donc... Le truc, c'est que leur défense démontait Cam Newton. Il n'y avait plus rien en face. Ils étaient en train d'annihiler ça très bien. Mais le problème, tu dis, il faut de l'attaque et de la défense, c'est que Peyton Manning était tellement au bout de sa vie que tu disais, il peut même pas les achever. Et ils étaient là, genre, bon, allez, course, passe. Bon, de toute façon, Peyton, il peut pas lancer plus de 10 yards. Donc, il fallait que les 2 courses d'avant, elles fassent au moins 4 et 4 pour avoir une chance. Course, passe, punt. Course, passe, punt. Et on va faire comme ça parce que la défense, elle peut les stopper pendant 3 jours de toute façon. Ah bah ça oui. Et c'était horrible. C'est-à-dire que tu savais que les Panthers allaient jamais revenir, mais tu savais que les Broncos allaient jamais marquer non plus pour leur mettre la tête sous l'eau, quoi. Donc moi je l'ai trouvé infernal. Et en plus dans le stade avec le soleil sur la gueule, il y a pas de toit et tout à San Francisco, c'est horrible. Puis Coldplay à la mi-temps. Enfin bon, bref, et on Coldplay à la n'est mi-temps. pas là pour Alors, ça, non, mais moi je vais pas me plaindre. Hein. Attention, c'est un Super Bowl. J'ai eu un Super Bowl en vrai, c'est très bien, c'est une expérience incroyable. Mais le match était vraiment abominable. Et puis en surtout, vrai... ça sort de Cam Newton et sa saison MVP où il gagne quasi oui. tous les matchs, où il est inarrêtable. Et là, ce match-là, pour produire ça, enfin, il y avait trop de déceptions, trop de trucs qui ne sont pas passés comme il aurait fallu. Et il se jette pas sur le fumble. Et il se jette pas sur Il le y a fumble. ce débat aussi, hein. Faut pas oublier qu'il se fait. Mais Manning, en vrai, il joue 4 Super Bowls, il y en a 3 qui sont des purges. Parce que celui-là, c'est une purge. Le Broncos Seahawks, c'est une purge. Et alors, je reviens un peu en arrière, mais le Bears Colts, c'est une purge aussi. Ah bah oui. Parce qu'il y a le touchdown sur l'engagement de Devin Hester. Après, les Bears n'existent plus de tout le match. Ouais, non mais oui. C'est terrible. Lui, vraiment, le seul qui était un peu divertissant des 4 qu'il a joué, c'est celui contre les Saints. Bah, je rappelle que le Bears Colts, c'est quand même celui qui te sert de référence quand ton argument pour dire qu'il n'y a pas un bon quarterback, que tu peux gagner un Super Bowl avec un mauvais quarterback. Les gens disent, oui, souvenez-vous, Rex Grossman a fait un Super Bowl. Ouais, mais frérot, une fois. Ouais, faut voir la tête du Super Bowl qui joue, quoi. C'est aussi parce qu'ils ont Rex Grossman qu'ils le perdent, quoi. Mais après, il y a un Super Bowl entre Kerry Cohen et Trent Dilfer, hein, si je dis pas une bêtise. Mais... Ouais, et celui-là, il fait partie de mes souvenirs un peu. C'est lequel? C'est Ravens Giants? C'est Ravens Giants, c'est 2000, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors je on va en en parler 2001, tout à l'heure. Et c'est une, pardon, je vais être vulgaire, mais c'est une branlée aussi. Hein. Ouais, 34-7 pour les Ravens en 2001, ouais, en effet. Ouais. Bon, en tout cas, donc tu maintiens que le pire pour toi, c'est le Broncos Seahawks alors, Victor?
Bah, je pense qu'il y a le côté affect de Peyton Manning qui joue, mais du coup, pour moi, oui. Après, d'ailleurs, Parce qu'il n'y avait pas de suspense. Non mais d'ailleurs l'enfer dans ces 2 Super Bowls là des Broncos, c'est à chaque fois parce que tu l'as bien dit Raoul, c'était une saison incroyable de Cam Newton. Ouais. Et en fait c'est quand la hype meurt dans le match Tout de suite. le plus important que c'est triste parce que nous on venait voir un grand Cam Newton et il est nul, comme 2 ans avant on venait voir un grand Peyton Manning et une attaque des Broncos inarrêtable et qui sont pas là quoi. Peyton, il met un record de touchdown cette année-là, non d'ailleurs? C'est pas là où il en met 53 ou je sais pas quoi? Bah, l'année où ils se font exploser Ouais. par les Broncos au Super Bowl, ouais, C'est ils ça, sont ouais, une ouais. année de dingo. Ils sont inarrêtables. Attends, je te la ressors. De toute Je crois façon, qu'il met les- 50 et plus touchdown. C'est 55, ouais. 55 touchdowns, 10 interceptions seulement. Mais il y a la fameuse malédiction du MVP qui a été brisée par Mahomes, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais tous les quarterbacks qui lançaient 50 touchdowns, ça se passait pas bien derrière. Hein, mais... Ouais, mais ouais, 55-10, quoi. Tu vois, donc nous, on arrive là, on se dit, bon, on va avoir un truc incroyable, tu vois. Et là, le mec, premier snap, bup, hop, au revoir. Bon, Raoul, nous, on maintient le Broncos Ouais. Panthers, je crois. Ouais, largement. Très bien. Petite pause et on se plonge dans nos souvenirs. To get people excited about Boost Mobile's new nationwide 5G network, we're offering unlimited talk, text, and data for $25 a month. Forever. Even if you have a baby. Even if your baby has a baby. Even if you grow old and wrinkly and you start repeating yourself. Even if you start repeating yourself. Even if you're on your deathbed and you need to make one last call. Or text. Right, or text the long-lost son you abandoned at birth. You'll still get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile. Forever! After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Forever. If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Alors là, on va prendre des coups de vieux, je vais vous dire. Je pense qu'on va faire dans l'ordre du plus jeune au plus vieux. Pour y aller, on va se mouiller la nuque. On va commencer par Raoul. Merde, c'est moi le plus jeune. Ouais, et on va lui demander quel est le premier Super Bowl qu'il a vu. Non, bah ça va vous rassurer parce que justement j'en ai pas parlé tout à l'heure alors que moi il a une aura forcément un peu, c'est le premier que j'ai vraiment suivi. En fait, j'ai vérifié d'ailleurs pour être tout à fait transparent avec vous messieurs. Le tout premier que j'ai vu à moitié, c'était le Steelers Cardinals. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, c'était France Télévisions qui avait eu les droits, et que moi, je me dis, bah attends, j'ai rien à foutre de mon dimanche soir, je suis en école d'ingé tranquille. Demain, je peux regarder, je peux regarder tard. Bon, j'ai regardé que la première mi-temps parce que je connaissais rien aux règles et que je me suis endormi. Mais le vrai premier que j'ai regardé, c'est le deuxième Patriots Giants. Okay. Donc celui-là, j'ai regardé tout le match. Mais sans avoir vraiment regardé la saison, donc pareil, je comprenais un peu les règles. D'ailleurs, derrière, un pote m'a dit, mais attends, si t'aimes ça, il faudrait que tu regardes Touchdown Actu, c'est vachement bien comme site. J'ai dit, ah ouais, bah attends, je vais leur écrire. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai commencé par lui, parce que vous allez voir que du coup, nous, on va revenir plus loin. Bah oui. Mais donc, ça, c'est le premier que j'ai vu entièrement, c'est le Patriots Giants. Le premier que j'ai vu en regardant, en comprenant les enjeux, en ayant suivi la saison, pour le coup, du coup, c'est celui d'après. C'est celui entre les Ravens et les 49ers. Et vous l'avez pas mis dans votre top. Moi, je trouve qu'il y avait quand même une histoire autour de ce Super Bowl. T'as les frangins Harbaugh qui sont chacun d'un côté. C'est leur nom de famille maintenant. Bah oui, tu as Colin Kaepernick qui a été remplaçant au cours de saison, qui arrive au Super Bowl. T'as cette équipe avec les Ravens, t'as la coupure de courant. Il y a plein de choses autour de ce match-là aussi. Et puis le score est plutôt, le scénario est intéressant parce qu'il y a quand même un gros avantage à un moment pour je crois que c'est les Ravens qui mènent assez largement, et Kaepernick qui revient en fin de match. Bon, finalement ils sont égalisés. Puis il y a ce safety pris volontairement à la fin. Moi je me dis attends, mais c'est du génie. Bon, entre temps j'ai compris que c'est assez évident, mais voilà, moi ce Super Bowl là, il m'a pas mal marqué quand même, je t'avoue. Ouais, d'accord. Donc le premier vu, t'as dit... Le premier vu vraiment en entier, c'est Patriots Giants, deuxième épisode. Donc 2012. Ouais. Mais j'en ai pas beaucoup de souvenirs, quoi, parce que je te dis, à ce moment-là, je regarde, mais sans vraiment connaître, ni comprendre tout. Il y a la réception de Mario Manningham qui est décisive et tout ça. Donc ça te met en 2012, et donc t'avais un premier souvenir de 2009. Là. Mais donc en direct, hein.
Oui, direct. Oui, bien sûr, direct. Entre les deux, j'ai pas regardé, mais direct. Bon, bah là, pareil. Le Steelers Cardinals, à ce moment-là, je suis incapable de te dire qu'est-ce qui se passe, quoi. Je me dis, il y a des mecs qui se rentrent dedans avec des casques, c'est de la balle, ce sport, j'adore. Très bien, on va. Ça me. Oui, non, mais je fais la notion direct différé. Vous allez voir, ça va être important pour mon histoire. Victor, quel est le premier que t'as vu? Alors. Techniquement, le premier que j'ai vu, c'est Broncos Falcons en 99. Mais en vrai, ça veut dire que j'aurais dû passer avant Victor. Oh. Mais je me suis mis plus tard. En vrai, j'ai regardé qu'à moitié. De toute façon, j'étais très jeune, je m'endormais. Enfin bon, bref. Le premier que j'ai vraiment regardé, c'est 2000. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'été, du coup, si je dis pas de bêtises, c'est du coup l'été 99. Je pense. Je suis en vacances chez ma marraine qui vit en Guadeloupe. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, ils ont les chaînes américaines. Et en plus, à des heures acceptables pour nous. Et du coup, je me bouffe un nombre de matchs, alors de pré-saison certes, mais je me bouffe un nombre de matchs assez énorme à l'époque. Et puis, je reviens en France, je découvre des sites de téléchargement totalement légaux qui me permet de regarder 1-2 matchs par semaine. On va dire, pas beaucoup plus en vrai. Voilà. Et il se trouve qu'au moment de Super Bowl, alors je sais pas s'il était diffusé, je pense qu'il était diffusé en France, je sais pas si c'était français ou quoi. Canal+, je pense à l'époque. Canal, ouais. Je sais pas, mais moi j'avais la chance d'avoir des grands-parents qui avaient TPS. Ouais, là on va prendre des coups de vieux de l'enfer. Et il y avait une chaîne qui s'appelait ESPN America. Mais ça. Oui, qui ont été un des premiers annonceurs du site. Et je pense, alors soit je vois sur ESPN America, soit je vois sur Canal+, je sais pas. Mais je fais mine d'aller me coucher, évidemment. Je ne vais pas me coucher, je rallume la télé en passant tout le match à avoir peur de me faire griller. Et je vois donc ce match entre les Rams et les Titans, qui est quand même un match, là encore, assez mémorable en termes d'action, puisque ce match se termine pour un petit yard. Puisqu'à 1 yard près, les Titans de McNair arrachaient la prolongation. C'est vrai qu'on a dit meilleur Super Bowl du 21e siècle tout à l'heure. En vrai, il devrait compter dans le classement. Ouais, il devrait, mais franchement, j'ai pas assez de souvenirs pour constituer. Ouais, c'est un peu loin pour nous. Voilà. Tu vois, moi, je me rappelle de l'avoir vu, mais je comprenais pas toutes les règles, je comprenais pas tout ça et tout. Il a fallu que j'achète, genre 1 mois après, Madden pour commencer à apprendre vraiment toutes les règles. Parce que j'ai appris les règles sur Madden. À l'époque, Internet de l'époque, c'est pas Internet d'aujourd'hui. J'avais même pas d'ordinateur. En 2000, j'avais même pas d'ordinateur. Donc, de toute façon, c'était même pas le. J'avais l'ordinateur chez mes grands-parents où je téléchargeais des trucs. Bon, bref. Et pour le coup, c'est vrai que ce match, moi, je me rends pas compte. Je me rends pas compte de l'histoire de Kurt Warner, je me rends pas compte de tout ce qu'il a traversé, etc. Pour moi, c'est juste, on me dit, c'est le meilleur joueur de la saison. Ok, c'est le meilleur joueur de la saison, tu vois. J'ai pas conscience de tout ce qui est pas. J'ai pas conscience aussi de l'impact que peut avoir aussi McNair, un quarterback noir au Super Bowl. C'est pas, enfin, il y a eu Doug Williams avant, etc. Mais c'est pas non plus tout le temps à l'époque. Il y a très peu de quarterbacks noirs à l'époque. Donc voilà, il y a tout un tas d'histoires auxquelles je passe un peu à côté, que j'ai rattrapé, on va dire. Après, mais c'est techniquement le premier Super Bowl que j'ai vraiment regardé. Ça va, c'est un bon cru quand même. Ah oui, ouais. Écoute, du coup, c'est plus ancien que. Et alors, tiens, c'est un bon parallèle parce que Raoul disait qu'il a eu un petit creux avant de s'y remettre. Toi, du coup, t'étais accroché, après, t'as pu arrêter. Non, j'ai pu arrêter. Puis en plus, les Eagles étaient en finale de conférence tous les ans. Il y avait rien pour me faire arrêter. Je veux dire, non. Bon écoute, du coup j'ai commencé un poil plus tard que toi. J'insistais sur différé ou direct, c'est parce que je crois, mais le truc c'est qu'en fait je m'embrouille entre, je crois que ma mémoire commence à flancher, en fait je vieillis. Il y a eu un Super Bowl entre les Buccaneers et les Raiders, mais je crois 2002. Que c'était en 2000. Voilà, 2010. Oui, celui où Gruden est parti avec les jeux, non il y a pas eu une histoire comme ça. C'est ça, c'est janvier 2003. En fait, j'ai un vrai doute, c'est que je ne sais pas. Je crois que j'ai vu le Super Bowl entre les Ravens et les Giants qui s'est joué en janvier 2001. Je crois que je l'ai vu, mais je suis pas sûr.
parce que j'avais un pote qui avait Canal, qui me l'avait, et moi j'avais pas Canal, il me l'avait enregistré sur une VHS qui m'avait refilé au lycée. Mais je crois que c'était celui-là. Parce que je me rappelle un peu déjà de l'époque où les mecs de Canal parlaient du fait que Ray Lewis avait quand même eu des petits problèmes de justice, etc., etc. Mais je me rappelle que du coup, c'est pas un match qui m'intéresse de ouf. Je le regarde quand même un peu d'un œil, ça dure très longtemps, tu vois, tu te mets ça en VHS, machin. Je comprenais un peu les règles parce que j'y avais appris. Moi, j'avais fait Madden avant. Donc c'est un peu comme ça que j'y étais venu, plus un pote qui m'en parlait au lycée et tout. Mais je crois que j'ai vu celui-là. Mais là où je suis sûr, c'est le premier que j'ai vu en direct, justement, c'est celui de début février. Je crois que ça l'avait décalé à début février 2002. Le Patriots Rams. Ouais. Voilà, 3 février 2002, le Patriots Rams. Et alors là, par contre, on est sur les débuts d'Internet, donc je crois que j'ai lu 2-3 trucs en plus de ce qu'on m'a expliqué par les potes, etc. Mais j'ai lu 2-3 trucs sur Internet, j'ai compris déjà parce que mon pote était fan des Rams, donc il m'avait expliqué Kurt Warner, tout ça, ça carbure et tout. Je suis un petit peu, tu sais, les Edit Time, les trucs comme ça sur Canal, donc je sais un peu ils ont une super attaque et tout ça. Et je me rappelle parce que j'ai vu un cartoon, tu sais, il y avait des dessins de presse déjà sur Internet, et d'un mec qui faisait des dessins de presse, un Américain qui faisait des dessins sur le sport. Et il avait fait un cartoon où c'était, tu sais, un avion de chasse, et en dessous il y avait un mec avec un fil à papillon qui essayait d'attraper l'avion de chasse, et donc en fait sur le fil à papillon il y avait marqué Patriots Defense, et sur l'avion de chasse il y avait marqué Rams Offense. Et donc moi j'arrive là, tu vois, et donc je regarde le truc. Moi, j'avais pas TPS, j'étais team CanalSat, Victor. Tu vois, il y avait 2 écoles à l'époque. Ouais, en vrai, je te dis TPS, c'était peut-être CanalSat, mais bon, bref. Le satellite, quoi. Voilà, moi j'étais team CanalSat, on avait la parabole. Hein. Et donc, par contre, j'avais pas Canal, j'avais pas l'option Canal. Donc, j'avais pas Canal+, donc je pouvais pas voir le match. Mais à l'époque, les ayants droit étaient un peu moins regardants. Au bout de CanalSat, sur la chaîne 270 et des bananes, t'avais DSF, une chaîne allemande, qui avait les droits de la NFL. Et donc j'ai maté le Super Bowl entre les Rams et les Patriots sur DSF en allemand. Alors j'avais fait de l'allemand au collège et au lycée, mais franchement je comprenais rien à ce qui se passait parce que j'étais nul en allemand. Mais je l'ai regardé en allemand. Et donc j'ai ce souvenir-là pour le coup d'avoir déplié le canapé lit dans le salon de mes parents, et genre je m'étais posé comme ça pour mater le match. Et j'ai souvenir que moi on m'a vendu, tu sais, genre j'avais pas regardé beaucoup de matchs en entier. Vraiment, parce qu'à l'époque t'en avais pas accès vraiment aussi facilement autant, j'avais pas Canal et tout, et donc on m'avait vendu, ouais, les Rams c'est incroyable, tu vois, ça marque des points dans tous les sens et tout, c'est la folie. Et donc je me disais on va vivre un truc incroyable, et du coup je me fais chier pendant 3/4 temps, mais de l'enfer quoi. Et je me dis mais on s'est moqué de moi quoi, c'est un enfer. Les Patriots ils mènent 17-3 au début du dernier quart, ils remontent à 17 partout les Rams, et un peu comme tu disais Victor, tu vois, sur le Patriots Giants, je me dis bon bah c'est bon là, ils ont démarré, ça y est, ils vont marquer des points, ils vont gagner quoi. Tout le monde m'a dit ils vont gagner. Pour le coup, je connais pas les Patriots, je connais pas Tom Brady, je connais pas l'histoire, je sais pas du tout qu'il est rentré là parce que Drew Bledsoe s'est blessé. Enfin tu vois, je connais à peine quoi. Et donc finalement drive décisif de Brady, Vinatieri qui gagne, et moi crevé au lycée le lendemain quoi. Mais donc vraiment souvenir de celui-là, ouais, premier vrai 2002. Mais moi j'ai un petit creux, je suis pas trop pendant les 2-3 ans après je crois. Force est de constater que du coup les Patriots Rams c'est jamais des bons Super Bowl. Ouais, du coup là il y a eu ouais, il y a eu un peu de drama quand même à la fin, mais il met du temps à démarrer quoi. En fait, c'est que a posteriori, c'est le début d'Air Brady, et c'est ça qui lui donne de l'importance. C'est ça qui est fou. Oui. C'est ça qui est fou. Et la fin de Warner. Pour la fin, remarque. Ouais, t'es dur, il y a le Super Bowl. Il fait le Super Bowl avec les Cardinals. Oui, j'oublie. Ouais. Mais sur le coup, ouais, je me dis, oh là là, on m'a arnaqué. Moi, tout le monde m'a dit, les Rams, c'est incroyable et tout, tu vas voir, c'est trop spectaculaire. Et en fait, je passe 3/4 temps et demi, tu sais, à m'ennuyer. Mais ouais, donc du coup, c'était le premier. Meilleur souvenir de couverture de Super Bowl, parce qu'on a eu de la chance, messieurs, on est allé au Super Bowl. Allez, on va commencer par le plus jeune à nouveau. Donc celui qui y a eu le plus récemment, c'est Victor. Et oui. Bah écoute, je disais, moi, dans mes grands souvenirs, il y a beaucoup de choses qui sont pas liées tellement au match, comme la soirée média, qui pour un non-journaliste est un truc de dingue, ou même le buffet d'ouverture de Allegiant Stadium, mais je vais rester quand même sur des choses un peu plus foot américain. C'est quand même alors déjà la première conférence de presse où on a la chance de poser une question à Andy Reid.
Et là, on était comme des fous, mais comme des gamins, en se disant putain, on a posé une question à Andy Reid. Tu vois, ça, c'était vraiment assez fou. Et surtout le 3e jour, parce qu'il faut savoir que déjà, bon, les journalistes américains, ils sont pas là. Enfin, ils ont des podcasts à faire, ils ont des trucs, tout. Ils sont pas forcément dispo pour toutes les interviews. Et surtout, les 3/4 des mecs sont ultra blasés. Et en fait, ils font le premier jour, ils font éventuellement le deuxième. Et 3e jour, ils en ont plus rien à faire. Et on s'est retrouvés, on avait littéralement les 53 joueurs des 2 équipes. Et on était à tout casser 15-20 pour le 3e jour d'interview. Et on a pu interviewer tout le monde, quoi. Tout le monde, vraiment. J'ai le souvenir de Steve Wilkes, qui est quand même le coordinateur défensif Niners, qui se fait chier parce qu'il a personne, quoi. Et on arrive... mais ça, c'est parce que t'es trop connaisseur. En vrai, sur les dispo presse, les coordinateurs, il n'y a pas grand monde qui va les voir. Ouais, mais sur les autres, il y en avait quand même. Mais là, c'est vrai que du coup... on passe du coup 5 minutes à parler avec lui. C'était vraiment, vraiment passionnant. Et même les joueurs qui étaient inaccessibles, les McCaffrey, etc. Parce que paradoxalement, c'est aussi à disposition d'Assad qui faisait ça, mais tous les joueurs des Chiefs, à part Mahomes, c'était accessible. Vraiment, Purdy et McCaffrey, c'était très compliqué. Mais il faut dire, la salle de presse des Niners, c'était très compliqué. Mais du coup, là, on a pu parler à Purdy, à McCaffrey. En une fois, on fait Fred Warner, Dre Greenlaw, McCaffrey, Purdy, Trent Williams. Enfin, c'était juste dingue, quoi. C'était juste dingue. Et du coup, c'est vraiment... En fait, je vais choquer des gens, mais le match, ça reste qu'un match, en vrai. C'est pas très différent des matchs que quand tu vas dans un stade voir des matchs à droite à gauche. Surtout, les Américains, je trouve, ne mettent pas non plus une ambiance de dingue. Moi, c'est vraiment toute cette semaine avant que j'ai trouvé incroyable, cette proximité. Je pensais pas qu'on allait se retrouver aussi proche des joueurs, des entraîneurs, etc. C'est toute cette proximité qui était absolument fabuleuse. Je crois que c'est vrai que les gens, et c'est pour ça qu'on a mieux en parler ici pour donner une idée, mais les gens se rendent pas compte à quel point le match est juste la fin de la semaine en fait, quoi. Ouais. Mais qu'il y a tellement de travail et de choses à faire pendant la semaine. C'est vraiment une semaine complète de couvrir le Super Bowl. C'est du lundi au dimanche soir, quoi. Du lundi matin au dimanche soir. T'as des trucs à faire et au final le match c'est la cerise sur le gâteau quasiment. Et tu te lèves à 6h30 pour aller pour les premières interviews. Et t'as fini ta journée, il est 22h, t'es explosé. Et t'as Alain qui te dit au fait, on fait un podcast. Ouais, ok. Ouais, je suis là pour vous harceler quand même à la fin, mais ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des tonnes de trucs à faire. T'as toutes les dispo presse, toutes les conférences, le Media Center. Enfin, c'est quand même un truc assez dingo. Donc le 3e jour des interviews où t'as pu faire tout le monde. Raoul. Bah déjà, merci d'avoir mis les pieds dans le plat pour dire que le match en lui-même n'est pas le highlight de la semaine. J'avais peur de passer pour un cinglé, mais je suis obligé d'abonder dans votre sens. Et d'autant que on y va quand même un moment aussi pour faire le résumé du match et donc t'es quand même obligé d'être un peu concentré sur ce qui se passe et donc tu l'apprécies moins aussi que quand t'es spectateur et que tu peux t'ambiancer sur tout ce qui se passe, surtout quand le scénario du match change dans le dernier quart-temps et que t'es obligé de réécrire tout ton résumé. Merci les 49ers et les Chiefs. Pareil, merci les 49ers et les Chiefs, hein, on est ensemble. Voilà, hein. On est dans la même team. Moi j'ai essayé de me remémorer un peu les différents souvenirs. Moi c'était à Miami, donc 2020, enfin janvier 2020, février, même début février, entre Chiefs et Niners. Et moi il y avait un truc que j'avais adoré, c'était la conférence de presse des consultants de NFL Network, parce que NFL Network met à disposition ses consultants et donc forcément ok, toute la semaine tu vois les joueurs qui vont jouer, mais pour la plupart tu les connais, mais t'en as plein qui sont pas des superstars et ok, c'est cool de les voir, mais en revanche quand tu vas à la conférence de presse des consultants, là je me suis replongé un peu dans les articles que j'avais fait à l'époque, il y avait du super beau monde et notamment Alain, le jingle de Kurt Warner que tu as passé au début de l'émission a été enregistré ce jour-là. Donc rien que pour ça, j'avoue que j'étais content. Mais même, je trouve qu'il y a beaucoup moins de monde aussi que sur les conférences de presse des joueurs. Et moi, tu vois, j'avais pu discuter
tranquillement, je sais pas si le mot est adapté, mais en tout cas j'avais pu poser 4-5 questions en prenant un peu le temps, typiquement avec Nate Burleson, qui était un ancien défenseur des Lions. Bon alors évidemment Kurt Warner, il y avait beaucoup de monde, Michael Irvin, il y avait du monde, il y avait Deion Sanders qui était là aussi, mais même d'autres gars un peu moins connus. Alors il y avait Michael Robinson qui avait joué avec, il a fait un jingle assez sympa aussi, c'est vrai. Ouais. Et en fait tu vois voilà ce truc là de pouvoir parler tranquillement avec des anciens joueurs qui du coup sont un peu plus des superstars aussi. Moi j'avais vraiment kiffé ça, et toujours dans cet esprit de strass et paillettes. Moi je sais pas si vous l'aviez fait messieurs, mais moi j'avais fait le tapis rouge des NFL Awards. Non. Et je crois que j'ai été la seule année où on a plus ou moins eu les accès. Ouais, on n'a pas toujours l'accès en effet. Je crois que Greg l'avait fait aussi, mais c'est possible. Mais en tout cas, moi, je l'avais eu, et c'est vrai que ce moment est assez rigolo parce que moi, je m'étais retrouvé entre les community managers, en tout cas les responsables médias à l'époque Redskins et des Steelers, et donc tous les anciennes gloires des deux équipes qui passaient sur le tapis rouge, qui étaient un peu plus loin, qui étaient un peu en deux parties, si tu veux. T'avais une file devant nous pour les gens qui voulaient parler aux médias et une file de l'autre côté pour les gens qui voulaient pas. Et donc de l'autre côté, t'avais tous les proprios NFL, t'avais des acteurs, t'avais plein de superstars, t'avais évidemment Lamar Jackson à ce moment-là qui est MVP cette année-là. Plein de super joueurs, mais t'avais quelques anciens qui passaient un peu devant, et quand c'était des joueurs des équipes qui s'arrêtaient, et notamment moi j'ai une affection particulière, quand bien même ce qui lui arrivait hors du terrain, pour Adrian Peterson. Quand il passe et qu'il s'arrête parce qu'il parle aux Redskins à ce moment-là, il est à 1,5 m de moi je suis comme un ouf. Pour moi c'est un grand souvenir. Pareil, je vois des anciennes stars des Steelers, je vois Harris qui passe aussi un moment, je me dis waouh, ils sont vraiment là, quoi. Et ça c'est un truc qui m'a plus impressionné que le match, c'est vraiment genre voir des fucking superstars de NFL et d'être juste à côté, quoi. Très bien. Écoutez, moi pour finir, j'ai eu la chance d'en faire 3, donc ça change un peu la perspective. Et honnêtement, le second, moi, garde une place particulière parce que j'ai eu l'impression que c'était une semaine un peu idéale. C'est-à-dire que déjà c'était à Phoenix. Moi j'ai jamais eu un code postal en dessous de la Loire, si vous voulez, donc voir du soleil au mois de février c'était déjà quelque chose d'un petit peu incroyable dans ma vie. Passer une semaine en t-shirt, c'était quand même assez dingo. Donc j'étais parti de Paris, il neigeait, je me rappelle, le matin. Donc j'arrive en doudoune à Phoenix, tu vois. Donc c'était assez particulier. Je l'ai mise sur un cintre, je me rappelle, tu sais, en arrivant à l'hôtel. Elle y est restée toute la semaine, les 10 jours. Et je suis reparti. Parce qu'en plus, moi, c'était 10 jours. Parce que c'était une des années où la NFL avait fait le Pro Bowl. Oui. Au même endroit. Sur le même lieu que le Super Bowl. Donc j'avais été accrédité pour le Pro Bowl le dimanche. Donc je sais plus, j'étais arrivé le samedi, je crois. Ou quelque chose comme ça. Alors au Pro Bowl il y avait personne, hein. C'est-à-dire même dans la tribune de presse c'était désert, tu pouvais te rouler sur les tables, il y avait de la place pour 10, c'était merveilleux. On regardait pas vraiment ce qui se passait sur le terrain, mais en plus on avait pu descendre sur le terrain en fin de match, pendant le 4e quart-temps, ils nous avaient emmenés au bord du terrain. Je pense que c'est un des souvenirs les plus dingos parce que c'est pas le Super Bowl, mais en fait tu dis là les mecs jouent à 2 à l'heure. Et en fait, ça va hyper vite et ça tape quand même déjà très fort, quoi. Et t'es au bord du terrain, tu te dis ah ouais, mais je comprends en fait maintenant les photographes quand ils voient un mec arriver qui se le prennent dans la gueule, parce qu'en fait t'as pas le temps en fait. Tu vois, genre là tu les vois, ça va hyper vite. Donc déjà il y avait ça. Et en plus, si tu veux, le fait que ce soit la deuxième fois la deuxième année de suite faisait que, tu sais, c'est un peu comme dans le sport, mais j'avais l'impression que le jeu se ralentissait, que je comprenais ce qui se passait, que je savais où j'allais, donc que je pouvais plus apprécier en fait, parce que la première année j'étais vraiment, c'était un peu lapin dans les phares, je découvrais tout, et puis alors on peut jamais être préparé à ce qu'on va vivre, mais maintenant les gens qui y vont, je peux un peu leur expliquer ce qui va se passer. Moi quand j'y vais la première fois en 2014, je connais personne qui est allé au Super Bowl, personne m'a rien dit, je débarque là et bon bah voilà quoi, il va se passer ce qui va se passer. En plus la première année c'était à New York, il se passait beaucoup de choses, enfin c'était, il y avait beaucoup d'infos à digérer, donc j'ai l'impression que c'était passé à 1000 à l'heure. Là la deuxième année je profite vraiment de ouf, je comprends tout ce qui se passe, je comprends comment gérer, où est-ce que je vais aller aux interviews ou pas, enfin voilà. Donc honnêtement toute la semaine de Phoenix c'est dur de retirer des choses en global, mais tout avait l'air plus simple et plus facile. Il fait super beau, honnêtement c'est vraiment agréable, et le match est dingo. Donc c'est ce que je disais, en fait l'interception de Malcolm Butler juste devant la tribune de presse en fin de match, c'est la folie totale, quoi. C'est-à-dire que le stade est en folie, même dans la tribune de presse t'as des mecs qui sont en folie, enfin
parce que en tribune de presse, c'est censé rester contenu, tu vois. Mais voilà, t'as quand même, on a des émotions aussi, et donc c'était quand même un délire assez fou. Donc il y a ça, et puis c'est vrai que vous y avez peut-être pas eu le droit, je sais pas si c'était encore le cas, mais est-ce que vous pouviez aller dans les vestiaires après le match? Non, en tout cas moi c'était une zone de presse dédiée dans lesquelles les joueurs allaient et venaient sur des petits podiums. Alors, ouais, moi j'ai eu la chance qu'on puisse encore aller dans les vestiaires en fait après les matchs. Mais ça c'est l'avant Covid. Hein. Moi c'était juste avant Covid, moi. Hein. Ah ouais, mais aux US et en Angleterre maintenant, même en Angleterre, on n'a plus droit au vestiaire. Angleterre, j'ai fait à Londres pour le coup, mais là. Non. C'est ça. Avant on pouvait, et donc là, tu rentrais en fait dans le vestiaire, tu vois, après le match, tu rentrais dans le vestiaire des Patriots et tu voyais les joueurs avec les confettis qui revenaient, tu voyais les mecs qui ramenaient. Et donc je me rappelle parce que j'ai une photo de Robert Kraft qui trouve Malcolm Butler et ils sont tous les deux avec le trophée, ils font une photo. Kraft, il a l'air de découvrir qui c'est, tu sais, genre c'est bien le rookie. Merci quoi. Mais donc je plaisante, peut-être je suppose qu'il le connaissait, mais donc ces moments-là aussi c'est dingo, tu vois, t'es dans le vestiaire. L'année d'après, je me rappelle aussi d'être dans le vestiaire avec quand Manning gagne avec les Broncos. C'est une dinguerie quoi, tu vois, t'es dans le vestiaire des Patriots après un titre, tu vois Brady, il a les dessins de ses enfants accrochés au vestiaire ou je sais pas quoi, enfin tu vois. Donc il y avait beaucoup de choses à Phoenix qui ont fait que c'était quand même une semaine assez cool. J'avais même calé un petit match NBA au milieu de la semaine. Oui, tu vois, un petit match des Suns. Je sais pourquoi il y avait plus droit au vestiaire, c'est à partir du moment où Brady s'est fait voler son maillot, non? Ouais, et je me demande si c'est pas sur ce match-là d'ailleurs où j'étais. C'est pas sur le Non, deuxième? ou c'est sur le 28-3. Je crois que c'est sur le 28-3. Je crois que c'est sur le 28-3 où il se fait. C'est sur le 28-3, il se fait voler son maillot. Mais du coup, il y avait ce truc-là d'accès au vestiaire qui était quand même dingue, quoi. Tu vois, tu rentrais là, les mecs, ils venaient juste de fêter le truc et tout. Et après, vraiment, si je dois garder un seul truc de Phoenix, ce qui est dingo, c'est que c'est après le match et c'est après le retour. Je crois que je l'avais déjà raconté dans une émission, mais c'est je prends mon vol, je suis à l'aéroport de Phoenix, je dois faire Phoenix-Salt Lake Paris. Et donc, en fait, je me rappelle parce que je suis appelé au guichet, tu sais, avant l'embarquement. Et là, je suis trop ambiancé. Je me dis, putain, surclassement. Peut-être je vais avoir un truc, je sais pas, je vais trouver un moyen de bouger. Et en fait, on me demande si je peux bouger parce qu'il y a une famille qui veut tout machin. Je me retrouve dans l'avion, dernier siège tout au fond à côté des toilettes, tu vois. Je me dis, bon, c'était pas surclassement. Et en fait, au milieu du vol, l'hôtesse de l'air commence à parler avec ma voisine, à la féliciter et tout ça. Et donc, l'un dans l'autre, je commence à comprendre qu'elle a un lien avec le match et tout ça. Et en fait, je me permets de lui demander, je dis excusez-moi, du coup, vous connaissez, je sais plus comment je lui demande, tu vois. Et en fait, elle me dit ah non, mais mon fils jouait hier soir, quoi. J'ai dit ah bon, pardon, mais votre fils. Et donc en fait, c'était la maman de Donta Hightower, joueur des Patriots à l'époque, qui réussit le plaquage sur Marshawn Lynch, qui l'arrête à 1 yard de la end zone, dont on parlait tout à l'heure. Et donc il se trouve, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais que c'était vraiment une dame charmante, mais vraiment d'une gentillesse incroyable. Et on a discuté vraiment pendant tout le reste du vol. Je me sentais même un peu coupable. À un moment, je me suis dit, je crois que je lui ai dit, je vais pas vous déranger et tout. Et puis, non. Et donc on a discuté vraiment. C'était un vol d'1 heure et des poussières, je crois, pour aller de Phoenix à Salt Lake. Mais elle était d'une gentillesse incroyable. Et en plus, ça fermait le chapitre, tu vois, du voyage, quoi, parce que c'était dans le vol du retour. Et ça reste vraiment le souvenir, je crois, le plus dingue, parce que les joueurs, ils ont quand même un filtre quand ils te parlent en interview au final. Et là, c'était vraiment assez dingo, quoi. Je veux dire, il y a quand même un moment où elle sort son appareil photo, où elle montre les photos de la soirée d'après-match, tu vois, avec les proprios et tout, pour me dire ah mais oui, regarde, on était une soirée après le match et tout ça. Enfin, et donc elle te parle de tout, quoi. Et tu te dis ouais, c'est le moment humain. Moi, je l'avais trouvé vraiment incroyable. Et je pense que c'est vraiment un des trucs qui me restera le plus longtemps, ouais. Donc, et tu vois, tu dis c'est juste après. Si j'avais mis un troisième, c'est juste après le match en conf de presse. Mais je crois que c'est un peu ce que j'avais dit à l'époque aussi. C'est ce moment où tu réalises un peu tout ce qui vient de se passer, que le Super Bowl est fini, que t'as envoyé ton résumé et que t'es là avec, il y a encore une dizaine de journalistes, mais il y a quasi plus personne. Et tu disais tout à l'heure, c'est du lundi au dimanche. En fait, il était lundi 1h du mat, heure locale. Ouais. Moi, j'étais là dans ma salle de presse à manger un reste de sandwich qu'on m'avait filé. Mais en même temps, t'as ce sentiment de, waouh, il vient de m'arriver un truc de fou. Vraiment, ça aussi, j'en ai un souvenir hyper marquant. Faut le digérer un peu, quand ça se finit. Il y a un peu un côté fin de fête ou de colonie de vacances quasiment. Le retour psychologiquement est pas facile. Ouais, parce que t'es avec les confrères pendant une semaine. Ouais.
Moi, j'avais ce côté un peu, t'es avec les confrères et c'est une sorte de monde clos pendant une semaine et tu reviens de là. Ouais, comme tu dis, tu redescends sur Terre, quoi. Il y a un truc. En fait, la vie normale reprend son cours. Ouais. Et t'as boulot. passé une semaine en lévitation totale. Ouais. Et tu reviens. C'est pas facile, quoi. Enfin, Mais d'ailleurs, c'est vrai que tu parlais de souvenirs de fin. Moi, j'ai eu un bol aussi à New York. Raoul, tu disais, on réalise que c'est fini. Moi, je faisais des vidéos, j'avais pris une GoPro et tout, et je réalise un peu que c'est fini aussi et tout. Je remonte en salle de presse. Et il y avait déjà plus grand monde. On était vraiment sur la fin. Il était, je sais pas, peut-être minuit, 1h du mat ou un truc comme ça. Il y avait plus grand monde en salle de presse. Et je sais plus quel confrère me dit, tu peux peut-être descendre sur le terrain. Ah oui. Parce qu'on n'avait pas le droit et tout. On n'a toujours pas le droit. Nos accrèdes ne donnent pas accès au terrain. C'est très segmenté pendant le jour du Super Bowl. On est qu'en tribune de presse. Et il me dit, mais là, bon, c'est fini. Les joueurs, ils sont partis depuis 2 heures. Tu as envoyé tes résumés, machin. Et je sais plus à qui je demande, si c'est un mec de la sécurité ou quoi. Et il me dit, vous prenez l'ascenseur là-bas. Vous appuyez sur tel bouton. Ça va s'ouvrir. Après, vous sortez. Vous serez au niveau du terrain. Vous avancez et vous voyez, quoi. S'il y a un mec qui vous dit de faire demi-tour, vous faites demi-tour. Et je monte dans l'ascenseur, j'appuie sur le bouton, je descends, je marche, tu vois, et puis je vois, il n'y a personne, tu vois, il n'y a plus personne. Et donc, je suis un peu la lumière, et puis, putain, je suis sur le terrain, tu vois. Et donc, je suis sur le terrain, et il y a vraiment cette ambiance dont tu parlais de fin de soirée ou de fin de colo de vacances. Je suis sur le terrain, il commence à pleuvioter, neiger, alors qu'il a fait beau toute la fin de semaine et tout. Et il y a juste l'écran géant qui est allumé, où il y a marqué Seahawks Champions, tu sais, qui clignote. Et il y a quelques personnes de l'organisation qui prennent des photos, ils montent sur le podium, tu sais, ils prennent des photos d'eux, ils boivent un peu de champagne, machin, mais c'est vraiment les mecs de l'orga, tu vois, il n'y a plus du tout de gens des équipes et tout. Je prends 2-3 photos, pareil, je fais une petite vidéo sur le terrain. Et ouais, il y avait ce truc de, il fait froid, il est 1h ou 2 du mat, bon bah c'est fini, quoi. Tu vois, je regardais le stade et je me disais, ouais, c'est fini, là, après je rentre chez moi demain, quoi. Et tu sais que moi, j'aurais pu aller sur le terrain et j'ai pas osé. Ah ouais? En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, le match se finit. Mathieu est dans une salle juste à côté du stade et me dit la conf de presse c'est juste en face, donc j'y vais. Donc il y est. Moi, j'arrive dans la salle de presse, impossible de rentrer. C'était tout petit en plus, donc je me dis bon je reste sur le côté. Et là, il y a une nuée de journalistes qui eux avaient droit et commencent à rentrer vers le terrain. Il y a encore les équipes sur le terrain. Et en vrai, il y a tellement de journalistes que je vois que les mecs ne checkent même pas les accrèdes, en fait. Ah oui. Ils laissent rentrer tout le groupe. Et en vrai, si j'avais osé, je rentrais. Mais je me suis dit, c'est des Américains. Si jamais, une fois sur le terrain, ils se rendent compte que j'ai pas le droit d'y aller, ils sont capables de me foutre en taupe. J'exagère un peu, mais pas loin. Et surtout, si jamais je me fais choper et que les mecs disent, OK, il y a un journaliste de TDA qui a pas respecté les règles, qui disent on radie TDA pour les années d'après, tu vois, ça m'aurait fait chier pour tout le monde. Donc c'est pour ça que j'ai pas osé le faire, mais en vrai j'aurais pu. Bon. On a vécu donc des belles choses, messieurs. J'ai une petite dernière question piège, là on est plus totalement dans les souvenirs sur place, mais je reviens à ça parce qu'on a parlé meilleur Super Bowl, meilleur truc. Ça fait partie du débat, ça fait partie de l'ambiance, ça fait partie des souvenirs. Est-ce qu'on se fight sur le meilleur show de mi-temps ou pas ici? Parce qu'on l'a fait dans le Slack de la rédac toute la semaine. Moi j'ai choisi la colline sur laquelle j'allais mourir, donc il n'y a pas de problème. Moi aussi j'ai une colline sur laquelle je peux mourir. Alors attends, la colline de Victor, je la connais parce que il a rempli, je crois, les 5 choix. Quand il y a eu un sondage, il a mis le même choix sur les 5, donc c'était dur de voilà. La colline de Raoul, du coup, c'était quoi? Moi, c'est Lady Gaga tous les jours. C'est pas mal, Lady Gaga, en vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est même le meilleur. Je l'ai re-regardé le soir où on s'est fighté tous. Oui, on peut dire qu'on a un peu eu des différends. J'étais chaud, je sais pas pourquoi ce jour-là. Je sais pas non plus. J'ai piqué j'étais hors de moi parce que les gens ne voulaient pas reconnaître à sa juste valeur la qualité du show de Prince. Et j'étais vraiment très colère. Je l'ai regardé depuis, il est bien. Hein. Mais il y a quand même ce choc. Il est pas très bien, je suis désolé. Il y a ce choc pour moi de la date. C'est trop vieux et ça marche pas. Mais c'est surtout que pour moi, le Super Bowl, ça doit être un spectacle. Quelqu'un qui chante bien sur une scène avec sa guitare, blablabla, pendant 20 minutes, merci, au revoir, c'est pas le Super Bowl. Ça peut être le meilleur chanteur de toute l'histoire du monde. C'est pas le Super Bowl. Le Super Bowl,
Ouais. Pour défendre, c'est très récent, le côté très très grand spectacle, et c'est indexé sur les moyens aussi de l'époque. Parce que... D'accord, mais un mec qui reste avec sa guitare ou les Maroon 5 qui restent à chanter sur leur scène et qui font rien, ça m'emmerde. Pour moi, le Super Bowl, c'est Katy Perry qui arrive sur un lion mécanique de 20 mètres de haut et qui fait un show et qui finit par danser avec des mecs déguisés en requins. Oui, c'est kitsch. Oui, musicalement, c'est nul. Mais c'est l'ambiance. Non. Bon, non, Katy tu peux Perry, pas dire de la balle. musicalement, c'est c'est des tubes. Arrête, c'est trop bien, Ouais, moi j'adore. Si vous voulez, mais... Alors, je vais reformuler. Oui. Musicalement, ce n'est pas du tout mon style de musique. Voilà. J'adore l'argumentaire de Victor il y avait un lion géant, mais la musique était de la merde, Mais c'est le on meilleur s'en de fout, l'histoire. Mais on s'en fout de la musique. Lady Gaga, elle saute du toit à ce compte-là. On s'en fout de la oui. musique, on veut un show. Mais oui, mais Lady Gaga, c'est très bien. Moi, je suis pas contre ça. Moi, il n'y a pas de problème avec Lady Gaga. Moi, je suis désolé, le show du Super Bowl, c'est un show. Donc tu me fous un tigre mécanique, des mecs déguisés en requins, des machins, des trucs. L'étoile filante. Pour moi, oui. Souvenez-vous Ça- du montage avec Tom Brady sur l'étoile filante oui, aussi. mais moi, mais moi, alors- pour moi, ça, c'est du show, quoi. Et Alors- un truc de Prince, c'est musicalement, c'est très bien, mais on s'emmerde. On est là pour voir un show, quoi. T'as lancé Alors- Victor, Alain, je suis désolé. Moi je vais te dire, je suis assez d'accord avec lui. En plus, encore une fois, j'ai eu du bol, c'est-à-dire que quand je disais j'ai eu des très hauts et des très bas au Super Bowl, j'étais sur le Katy Perry. Ça fait partie de ma semaine de rêve à Phoenix. Donc pour moi, Katy Perry, il est top 2 avec Prince. Et donc si je vous disais qu'on s'était engueulé dans la rédac, c'était notamment parce que on me disait oui mais ceci et Raoul notamment disait j'ai pas vu Prince mais c'est moins bien que The Weeknd. J'ai pas dit c'est moins bien. J'ai dit je l'ai pas mis parce que je l'ai pas vu. Mais non, mais je l'ai pas vu. Je peux pas le mettre dans un classement, je l'ai pas vu. Mais oui, mais du coup, t'avais un top 5 où il y avait The Weeknd Mais et oui, pas ce Prince. week-end, Donc je moi, m'en souviens. Ce week-end, moi, c'était pas si mal. Moi, j'ai dévissé, tu vois. J'ai vu le classement comme ça à froid, je vois le texte. Je me dis, le gars a mis The Weeknd devant Prince, je deviens fou. The Weeknd, je l'ai vu et honnêtement, il était pas si mal. Et Après, là- Shakira et Jello, j'ai bien aimé, mais j'étais dans le stade, je voyais pas très bien. Je pense qu'il rendait mieux à la télé. Oui, mais alors voilà, il y a une nouvelle, il y a une génération plus récente par contre qui est différente, je trouve. On a basculé ces derniers temps. The Weeknd ou Shakira, par exemple, c'était des shows pour la télé. Ouais. Et moi, j'aime bien quand ils et Usher aussi. Je n'ai Et j'aime rien bien entendu. j'aime bien quand ils peuvent rendre bien dans le stade aussi, tu vois, pour les gens qui sont là et qui ont quand même payé leur billet une blinde, hein, d'ailleurs globalement, donc ils aimeraient bien pouvoir en profiter. Mais ce qui était parfait, je trouve, avec Katy Perry, c'est que ça rendait aussi bien à la télé que dans le stade. Dans le stade, c'était génial. C'était vraiment génial. Mais pour le coup, nous, on a eu débat avec les reporters autour de moi, parce que bon, moi, j'ai des problèms avec mes oreilles, donc je leur ai dit, est-ce qu'il y a que moi qui n'entendais vraiment rien, ça saturait de ouf et tout. Ils m'ont dit, non, on n'a rien entendu. Ah ouais. Ah, ça c'est chaud. On n'a rien Parce que entendu. Bon, j'ai loupé le début parce que j'étais allé me prendre un rafraîchissement. Mais même au milieu et tout, tu n'entendais rien. Cela dit, j'ai loupé une partie de Shakira et Jello aussi parce qu'un collègue québécois, à ce moment-là, avait plus de chargeur d'ordinateur et du coup, heureusement, on avait le même et donc j'ai commencé à débrancher mon truc. Comme les tribunes de presse sont assez larges, il fallait que je monte, lui filer machin. Ah ouais. Mais ouais, c'est vrai que j'avais sympathisé avec pas mal de collègues québécois vu qu'il y avait Laurent Duvernay-Tardif à l'époque chez les Chiefs. Donc il y avait toute une armada de Québécois. On se retrouvait un peu à chaque conférence, c'était cool. Par contre, je tiens à dire qu'après l'épisode des toilettes et du retour de Percy Harvin dans mon premier Super Bowl, je n'ai pas loupé une minute des deux suivants. C'est-à-dire que j'ai jamais eu une vessie en acier trempé comme ça. C'est-à-dire que à Phoenix, je te jure, je suis arrivé au stade 2 heures, 3 heures avant le match. Je suis allé pisser, je suis allé m'asseoir et je ne me suis relevé qu'à la fin du match pour aller en conférence de presse. Je sais plus combien d'heures j'ai passé à mon siège, mais c'est mon record all-time. Tu bois pas aussi puisque t'es là pour taffer, donc il y a moins Ouais. ce truc d'aller aux toilettes à la mi-temps. Hein. Alors moi, je vais pas vous mentir qu'on était dans le stade 4 heures avant, qu'on a fait un petit clan des Européens, qu'on s'est pris 2 ou 3 bières avant. Et qu'on était bien content que la mi-temps arrive quand même. Jamais d'alcool en service, monsieur. Oh là là, le gars balance ça à 1 heure de grande écoute je en suis plus. né en Picardie, il n'y a pas de différence entre la bière et l'eau. Moi non plus, j'avoue, je vais pas oser. Ah ouais, non, moi sur les 2 derniers, tu me décollais pas du siège. Je voulais pas rater une minute, tu vois, j'étais vraiment en mode... J'ai d'ailleurs toujours mon verre à bière Super Bowl à la maison. C'est vrai que j'en ai pas du coup. Et ouais. Ok, voilà. ok. Non, ça j'ai pas pour le coup, j'y avais pas... À l'époque, ils nous filaient des petits plateaux repas. Ah non, immonde. Le plateau repas, c'est le pire truc que j'ai mangé de ma vie. Et je suis sorti de là, et Mathieu qui me dit, alors j'étais pas dans le stade, mais alors pendant 4 heures, on a eu des burgers, on a eu des hot dogs, on a eu des machins, on s'est fait rincer pendant tout le match.
Tu vois, bah, nous, on a eu un sandwich triangle dégueulasse, un paquet de chips et un jus d'orange. Ah ouais, les box là qui te mettent sur le siège quand t'arrives, elles sont immondes. Je me souviens même plus de ce qu'il y avait, tu vois. Oh là là. Et à New York, ils avaient amené à la mi-temps, ils distribuaient des sandwichs dans du papier, des hot dogs dans du papier d'alu. Mais un truc. Et pour que ça reste chaud. Puisque c'était en Ouais, plein air, ah bah oui, froid. ça restait chaud, mais ouais, c'était pas c'est pas de la grande gastronomie. Après, on n'était pas là pour ça, on s'en fout, mais c'était pas le truc le plus nourrissant du monde, quoi, on va dire. Du coup, top 3 chaud de mi-temps. Lady Gaga, Katy Perry et qui vous voulez. Katy Perry, Lady Gaga et un troisième. Beyoncé, c'est pas l'année où il y a les Red Hot aussi? Non, Red Hot, c'est avec Bruno Mars. Ah ouais, ça c'était pas mal. Moi j'avais bien aimé pour en le coup. 3, Red Hot, Bruno Mars, c'est bien. Moi, je vais dire, je serais de mauvaise foi si je mettais Michael Jackson parce que j'ai pas le souvenir du direct. Katy Perry, Prince 1 et 1 bis et Lady Gaga en 3, c'était assez spectaculaire aussi. J'avoue que et puis c'est une artiste qui a une des vraies propositions quand même. Je trouve. Et puis la musique, enfin pour le coup c'est une vraie musicienne. Et Maroon 5 en dernier, on est tous d'accord ou pas? Coldplay, frère. Ah, Maroon 5 c'était pire. Ah non, je sais pas, Coldplay. Maroon 5, il se met tout nu à un moment, non, ou je sais pas quoi, il se passe un truc, quoi. Oui, c'est crypto-gay, mais bon, à part ça... Bon. Après, non, mais il y a un vrai problème avec Coldplay qui est pas de leur fait, mais je pense que c'est très très dur quand tu te retrouves à le faire en pleine journée. Ouais. Je trouve que ça faisait un truc en termes d'ambiance qui était pas du tout là, et tu rajoutes à ça le fait que c'est Coldplay. Et du coup, moi je m'en rappelle parce que tu sais que c'est pas réussi quand le seul moment où tu t'amuses, c'est le moment où il y a les invités, parce que pour une raison qui m'échappe, ils avaient fait revenir Bruno Mars et Beyoncé. Oui. Mais pour, je sais pas, ça durait 1 minute, quoi. Et c'était le seul moment où c'était un peu cool, quoi. Et sinon, tu t'ennuyais, mais c'était un délire, quoi. Donc, mais globalement, on n'a pas, à part Lady Gaga et Beyoncé et Katy Perry, les autres sont pas transcendants, quoi. Il y a quand même un show qui a marqué tout le monde. Enfin, alors là, je pars d'une génération un peu plus vieille. Le Janet Jackson. Ah bah, Janet Jackson, ça a quand même fait le tour du monde. Je crois que ça doit être le show du Super Bowl qu'on a le plus vu dans tous les médias français et autres. On n'a jamais autant depuis il y a le décalage. Du Super Bowl. À cause de ça, il y a le décalage du direct. Il y a le décalage du direct depuis à cause de ça. Si vous ne savez pas ce qu'a fait Janet Jackson, je vous rassure, vous pouvez aller voir, c'est pas non plus très méchant. Hein. Oui, c'est pas fait exprès, on pense. Vous verrez pire sur Instagram ou Twitter. Ils ont réinvité Justin Timberlake depuis d'ailleurs, ils sont pas rancuniers. Oui. Non mais alors justement, moi j'allais vous dire quand même, c'est que là où c'est un peu dur, c'est que je crois en fait des fois on en attend tellement de ce show. Parce que tu vois, on dit ouais c'est pas ouf machin et tout, mais je crois que des fois on met une hype qui est beaucoup trop, tu vois, ça reste un concert, tu vois, au bout d'un moment ils peuvent pas non plus réinventer la roue. C'est 20 minutes, enfin même pas 15. C'est ça. Ma grosse déception c'est l'année, c'était chez toi d'ailleurs Alain, mais c'est l'année Eminem et tout où je me dis, les rappeurs c'était nul. C'est que des mecs que j'adore quasiment, je me dis ça va être fou et tout. C'était la maison de retraite. Puis 30 secondes chacun quoi, t'es au bout d'un moment, mais merde, faites une chanson complète quand même, ou faites un truc tous ensemble. Ah non, c'était chacun ça 3 minutes. Tout le monde n'a pas le talent incroyable de tenir une scène pendant 15 minutes en faisant seulement 1m57 et avec une guitare chelou. Oui, mais voilà, c'est ça le talent musical, tu vois, c'est qu'il t'a même pas besoin. Et après, en vrai, ce qui est incroyable avec le truc de Prince, c'est que la pluie est devenue un accessoire incroyable. C'est vrai. Ce show est dingo à cause de la pluie. Il y a un petit doc de la NFL sur YouTube d'ailleurs qui raconte un peu les coulisses du truc en disant qu'ils avaient peur de pas pouvoir le faire, parce que t'as quand même des problèmes électriques quoi, quand il pleut, des torrents de flotte sur une scène de concert. Et ils avaient aussi peur que Prince se casse la tronche sur la scène quoi. Donc non, c'est un délire. Et juste pour dire d'où on vient, parce que je disais il y a de la hype et tout ça. On parle du début des années 2000 qui est quand même une période... on va dire en termes de culture pop, il y avait du bon et du mauvais quoi. Le show de mi-temps de 2001, je sais pas si tu te rappelles, c'est pour ça que je me rappelle que je crois que j'ai vu ce Super Bowl, le Revenge Giants là de 2001. Est-ce que vous vous rappelez du show de mi-temps? Non. Ah bah non, mais je crois que je l'ai lu tout à l'heure du coup sur Wikipédia. C'est un assemblage de l'enfer, Aerosmith, Britney Spears, Nelly, Mary J. Blige, Ray Charles et NSYNC. Et tu sais que je m'en rappelle tellement pas que j'allais te dire c'est dommage qu'on n'ait pas eu Prime Britney Spears au show de Super Bowl. Apparemment, on l'a eu.
Non mais alors, je me rappelle l'avoir vu et il doit traîner sur internet. Hein. Ils sont tellement nombreux qu'en fait ils apparaissent, ils disparaissent, ils font deux lignes chacun. Enfin c'était un chantier incroyable, mais c'est l'époque où les shows étaient produits par MTV. Donc ça a été produit par MTV jusqu'à l'incident de Janet Jackson et après la NFL était devenue ultra conservatrice en mode on met que des petits vieux qui vont pas montrer leur téton. Mais attends, NSYNC c'est Timberlake aussi. Et oui. Ça veut dire qu'il fait 3 Super Bowls, Timberlake. Ouais, quel frère. Attends, mais je découvre que celui de 2003 pour le Raiders Buccaneers, c'est Shania Twain, No Doubt et Sting. Ça, attends, mais casting incroyable. Ça, je me souviens de No Doubt. Incroyable. Attends, j'adore. Il se peut que j'ai été amoureux de Gwen Stefani, mais oui. je me souviens de No Doubt, ouais, pour le coup. Ah, j'adore. Attends, je vais regarder ça. Et alors, Nelly, il a fait aussi 2 fois le Super Bowl parce qu'en fait, celui où il y a Janet Jackson en 2004, il y a Jessica Simpson, Ocean of Soul, Spirit of Houston, Janet Jackson, Justin Timberlake, P. Diddy, Kid Rock et Nelly. Kid Rock, oh la dinguerie. Ah, trop bien. Eh, franchement, le début des années 2000, il y a du bon et du moins bon quand même. Hein. Moi, je l'ai vécu comme lycéen étudiant. On aimait, il y avait des trucs qui étaient quand même un peu bon. Et moi, je suis méga chaud pour Kendrick Lamar. Alors, je peux pas te citer une de ses chansons, donc à partir de là, moi, je suis passé pour un boomer et j'assume, mais je ne connaissais pas Kendrick Lamar. De nom quand même. Je suis méga chaud pour Kendrick Lamar. Et en fait, je me suis rendu compte de la superstar que c'était parce que certains dans le canal m'ont dit mais si, il est ultra connu. Je dois avouer. Et alors, qu'on ne me dise pas oui, le rap c'était mieux avant et tout, c'est vraiment le truc le plus dans la continuité du rap West Coast que vous pouvez entendre, mais en plus modernisé, un peu modernisé et tout. Moi, franchement, je me suis fait... je connaissais déjà un peu Kendrick Lamar, mais du coup, j'ai écouté son dernier album là pendant tout le week-end qui a précédé notre enregistrement. Je kiffe Kendrick Lamar et franchement, je suis méga chaud. Et c'est pour ça que quand on me dit ouais, mais le rap c'était mieux avant et tout, écoutez le dernier album de Kendrick Lamar, il y a un morceau où l'instru pourrait littéralement être un titre de Tupac, quoi. Donc, me dites pas c'était mieux avant, etc. Il y a du très très bon. Je risque rien de te dire, moi je sais même pas de quoi tu parles. Ah ouais, non mais moi je suis méga chaud. C'est bien d'avoir un vrai artiste dans son prime. On dit ça beaucoup pour le sport, mais souvent ils sont un peu en décalage sur le prime, quoi, des artistes. Usher, oui, un peu. Usher, inutile de dire qu'on était un gros décalage de 15 ans sur le prime, quoi. Rihanna, elle était plus trop au top non plus à ce moment-là. Hein. Oh. Non, donc là franchement, on a un artiste dans son prime qui vient de gratter 5 Grammy Awards. Je pense que ouais, ça peut être quand même très très cool et c'est bien. Il faut découvrir des trucs. Dans l'ensemble, ce sera mon message. J'ai été positif toute l'année. Et mon message cette année, c'est soyez positif, kiffez ce match. J'ai vu pas mal de négativité ambiante là sur les Chiefs, Kendrick Lamar. Kiffez, il y a suffisamment de sujets graves dans la vie. Amusons-nous sur le Super Bowl, c'est cool, quoi. Moi, je peux être que d'accord avec toi. Enfin, les Chiefs peuvent faire le triplé, ce qui est quand même un truc qui n'a jamais été fait dans l'histoire de la NFL. Patrick Mahomes est un des meilleurs joueurs de l'histoire. Travis Kelce est le meilleur tight end de l'histoire. En face, tu as une armada des Eagles qui est quand même assez impressionnante offensivement comme défensivement. En termes de talent sur le terrain, on est sur un top Super Bowl. Alors oui, peut-être que les gens en ont marre de voir les Chiefs parfois. Il y a un argument que j'entends, que m'a sorti un ami qui arrive pour le match pour le coup, mais qui m'a dit j'aime pas quand les équipes se répètent. Et là, ça fait 2 ans de suite que les équipes se répètent. J'entends, c'est vrai qu'on peut avoir envie de nouveautés et que des Bills ou quoi que ce soit, mais si le Super Bowl avait été Bills Commanders, le star power n'était pas 1/10 de ce Eagles Chiefs. Donc il y a un moment, il y a des stars partout et il faut... évidemment, moi je suis pas neutre, mais je trouve que pour un supporter neutre, ça reste un match de malade. C'est une bête de Super Bowl avec un artiste de ouf à la mi-temps. Enfin voilà, kiffons. Il y a suffisamment de choses. Et puis Raoul est devenu un supporter des Eagles aujourd'hui, donc. Jamais. Voilà. Si. Tu veux gagner les pronostics, donc tu es devenu. C'est la seule raison. Ah oui, c'est vrai. Un supporter des Eagles. C'est la seule raison. Merci de me permettre de m'expliquer. Je le fais en pure stratégie, et ça me permettra d'être moins triste si jamais il gagne. Bon, messieurs, ça devait être une petite émission à la bonne franquette, pas trop longue. En fait, réussi. On aura explosé le chrono de l'année, quoi. Mais c'est à la bonne franquette quand même. Ouais.
Bah oui, non mais c'est qu'on s'est amusé, hein, c'est cool. Et j'espère que mais, vous aussi. Oui, c'est ouais, ça. J'espère qu'on s'est pas trop regardé de nombril et que vous allez apprécier aussi. Mais ouais. Ouais, c'est vrai, mais on n'en fait pas souvent, hein, c'est Non. pas dans nos habitudes. Là, on s'est dit, on a un trou là sur une journée, on va se faire une petite émission un peu sympa. On va en profiter pour parler de vous aussi d'ailleurs, pour conclure. Je vais remercier les tipeurs du mois de janvier, et s'ils veulent bien s'afficher sur mon écran, parce que voilà, Krolos, Lavbert, Clara, Mélanie, Kaviarovic, Yannick 29, Franck Bruno, Thomas, Gilles, Jérôme, Docho de Watson, j'aime beaucoup ce pseudo, et Thomas. C'était tous les pseudos, les tipeurs du mois de janvier. C'est la fin de l'épisode 856. Merci de nous avoir suivis pour cette émission un petit peu spéciale et un peu plus longue qu'à l'habitude. Souvenir. Mais c'est bien, ça vous fera un peu à écouter pendant le week-end en attendant le Super Bowl. On a mis la preview en ligne, là on fait un peu plus souvenir, va y avoir Jean-Michel, les prochaines émissions ça va être Jean-Michel en direct de New Orleans, je cherchais la ville du jeu de cette année, et puis voilà, après on se retrouvera pour le débrief du match et plein de choses à suivre. Merci beaucoup Raoul, merci beaucoup Victor. Merci messieurs. Merci. Et ben écoutez, c'était un plaisir de partager tous ces souvenirs avec vous en tout cas. Plaisir partagé. Ouais. Faudra qu'on se refasse des petites émissions comme ça. On n'est pas obligé de s'enregistrer à chaque fois, on peut le faire juste entre nous aussi. Exactement. Allez, à bientôt sur TD Actu. Ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TD Actu. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TD Actu. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin. The new Boost Mobile network is offering unlimited talk, text, and data for just $25 a month for life. That sounds like a threat. Then how do you think we should say it? Unlimited talk, text, and data for just $25 a month for the rest of your life? I don't know. Until your ultimate demise. What if we just say forever? Okay. $25 a month, forever. Get unlimited talk, text, and data for just $25 a month with Boost Mobile forever. After 30 gigabytes, customers may experience slower speeds. Customers will pay $25 a month as long as they remain active on the Boost Unlimited plan. Hi, I'm Raj Punjabi from HuffPost. And I'm Noah Michelson, also from HuffPost. And we're the hosts of Am I Doing It Wrong?, a new podcast that explores the all-too-human anxieties we have about trying to get our lives right. Each week on the podcast, Raj and I pick a new topic that we want to understand better and bring a guest expert on to talk us through how to get it right. And we're talking like legit credible experts, doctors, PhDs, all-around superheroes. From HuffPost and Acast Studios, check out Am I Doing It Wrong? Wherever you get your podcasts.